Vous êtes non. Je vous demanderai d'arrêter vos téléphones portables selon l'usage. La réunion de ce soir, ce jeudi, va être consacrée à réfléchir autour du dernier livre d'Emmanuel Todd, L'origine des systèmes familiaux. Emmanuel Todd, je vais céder à la rhétorique du modérateur, c'est-à-dire à la prétérition. On ne le présente pas, mais je vais tout de même le présenter. Démographe, géographe, politologue, historien. Le fait qu'il soit tout ça est intéressant. Peut-être faut-il être ou appartenir à plusieurs disciplines pour essayer de viser et de construire des objets comme celui-ci. Vous avez écrit 13 livres, j'ai compté. Du premier, vous aviez 25 ans. Vous avez, d'une manière presque anticipatrice, annoncé, en tout cas c'est ce que retiennent beaucoup de critiques, la chute imminente de l'Empire soviétique. Je retiendrai de ce que vous avez fait en tant que lecteur non spécialiste 4 points qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un traité et qu'aujourd'hui les traités sont assez rares. Peut-être que l'attention fugace du lecteur d'aujourd'hui, il lui faut la forme brève. Ici, il y a quasi 800 pages. 700 pages. C'est un travail assez considérable. 700 pages, tome 1. Tome 1. Donc il y aura plus de 1000 pages. Et nous ne sommes plus habitués à ces grands traités ambitieux qui ont pourtant ponctué la vie intellectuelle de l'Europe et la vie intellectuelle française en particulier. Et puis, dans un traité, lorsqu'il y a un système de concepts, des références, c'est un livre extrêmement riche. Ceux qui l'ont lu s'en sont rendus compte. Mais il y a aussi ce qui provoque l'imaginaire. Comme dirait Edgar Morin, il n'y a pas que l'homo sapiens, il y a l'homo démens, il y a l'imaginaire qui est sollicité. Et c'est un aspect de la lecture qui est tout à fait essentiel. Le deuxième point, c'est que les lecteurs des philosophes de l'histoire, il y en a certains parmi vous, j'imagine, à commencer par Hegel, ont remarqué qu'ils avaient une grande tendance à penser l'espace rapporté au temps et au temps historique. C'est-à-dire, au fond, que l'espace se trouve réduit à la marche du temps, à la marche du devenir. On pense à Hegel, le mouvement du levant au couchant, l'esprit du monde, et puis l'oiseau de Minerve qui se lève. Il y a dans ce livre-là un traitement des rapports de l'espace et du temps qui est un traitement tout à fait différent. C'est-à-dire que l'espace participe à conférer du sens au temps et pas simplement l'espace rapporté au temps pour avoir un statut. La troisième chose, c'est une chose dont tout le monde a parlé. C'est un peu des problématiques essentielles, sinon de ce texte, même de votre travail en général. C'est ce fait de mettre en corrélation les structures familiales et les systèmes politiques. Alors là, on apprend des choses évidemment considérables. Il y a même, dans votre manière de penser cela, il y a des éléments qui sont parfois même politiques dans le traitement, car ce livre est un livre à la fois scientifique, universitaire, mais qui a aussi des implications politiques au sens noble du terme. En particulier quand il s'agit de penser l'Europe rapportée à des structures familiales archaïques. Il est clair que l'européocentrisme peut en prendre un sale coup. Et enfin, la quatrième chose que je retiendrai, c'est la rupture méthodologique avec toute une tradition de l'ethnologie, de l'ethnographie française en particulier, à savoir le structuralisme triomphant. Je crois que vous avez un cousinage avec Lévi-Strauss. Assez lointain, mais réel. Et donc, le pauvre... L'ancêtre commun remonte au Second Empire. Très bien. Donc, par conséquent, là, Lévi-Strauss et d'autres se trouvent peut-être un peu ébranlés dans sa sûreté assurée. Voilà, donc je vais présenter d'abord Dionigi Albira. Vous travaillez à Aix, vous êtes italien, et vous êtes démographe, ethnologue. Vous vous occupez en particulier du Centre d'ethnologie et d'études comparatives d'Aix-en-Provence. Vous travaillez sur des domaines qui sont finalement des domaines très proches, et on voit que vous êtes très présent dans les références de ce livre. Vous réagirez à ce livre, enfin on va prendre les choses de cette façon-là. Je crois que la meilleure manière, c'est que Emmanuel Todd présente son livre, ou disons les grandes perspectives, et puis ensuite présenter notre ami. Avant de présenter le livre, je vais présenter Dionigi, qui n'est pas là par hasard, parce que c'est vrai qu'on se connaît très bien, pas depuis une immensité de temps, mais de mon point de vue intellectuel, c'est un véritable emmerdeur.
C'est-à-dire, je suis rentré en contact avec lui parce qu'il avait écrit un article extrêmement intéressant qui correspondait à mes recherches du moment. On ne se connaissait pas, qui évoquait des phénomènes d'imperfection du concept de famille souche, des concepts de Le Play, qui évoquait des processus de diffusion dans les régions alpines et qui se terminait par quelques remarques désagréables et ironiques sur certaines personnes, dont moi. Voilà. Et donc je l'ai appelé en disant que son truc était formidable, mais que lui-même était un gros con. Et en fait, ça a continué. C'est-à-dire il a une vision très critique. Et au fond, il m'a aidé dans tout ce parcours, dans la critique des typologies familiales, dans l'analyse des mécanismes de diffusion. Et le sommet de ma rage, c'est quand un jour, il m'a dit « Mais tu sais, il y a des familles communautaires dans le nord-est du Japon. Je vais t'envoyer toutes les références. » Il m'a envoyé une giclée de références sur le Tohoku. C'est les régions qui ont été dévastées par le tsunami au Japon. Donc j'ai tout lu et je pense avoir montré que ça n'est pas la famille communautaire, mais un type japonais spécifique. Donc sa présence ici, de mon point de vue, est plus que justifiée. Et il va bientôt publier un livre assez nouveau et critique sur les systèmes familiaux dans l'ensemble de l'arc alpin. Donc on est vraiment du même domaine, surtout qu'on est tous les deux passés par Cambridge. Moi avant, parce que je suis l'aîné quand même, c'est un homme qui me doit le respect. Et que j'ai travaillé avec Peter Laslett, le pape des structures familiales, avant lui. Et il est passé, et Laslett est mort peu après, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est pour dire un peu, et pour le mettre mal à l'aise avant qu'il recommence à m'embêter. Donc, ces choses étant dites, ce que je voudrais faire, c'est que je vais très rapidement essayer de décrire le modèle. C'est clair que je ne vais pas rentrer dans le détail des 600 pages de texte, en fait, mais essayer de décrire le modèle et peut-être de mettre en évidence, puisqu'on est à l'Institut du monde arabe, ce point terminal qui a été évoqué, le caractère finalement archaïque, contrairement à tout ce qu'on pense, de la famille occidentale dans mon modèle, et le contrepoint qui est le caractère extrêmement construit par l'histoire des systèmes familiaux du Moyen-Orient. Ça permet de... Mais c'est ce à quoi on aboutit finalement. Et les derniers chapitres du livre, qui constituent d'un modèle général au début, et puis ensuite d'études régionales, la Chine et sa périphérie, le Japon, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, et ça se termine par 2 chapitres, dont l'un s'appelle le Moyen-Orient récent. Alors ce que j'appelle récent, c'est depuis la conquête arabe, hein, et ensuite le Moyen-Orient ancien, c'est-à-dire la Mésopotamie et l'Égypte, et parce que là-bas, on est au cœur du monde et en fait au début de l'histoire, en fait, puisque l'histoire, comme chacun sait, commence à Sumer. Et voilà. Alors, l'idée générale du livre, j'ai écrit de nombreux livres où j'étudiais les rapports entre systèmes familiaux des diverses régions du monde et des idéologies politiques diverses qui apparaissent dans la phase de modernisation, les systèmes économiques différents, avec des choses constatant que le communisme s'était répandu dans les régions qui avaient un certain type de système familial, grande famille communautaire, le père et ses fils mariés, donc c'était la Chine, la Russie, l'Italie centrale, pas l'Italie du Nord, indifférent entre nous, et en plus il est piémontais, et la Serbie. Puis j'ai montré que quand ce vaste système explosait, on voyait apparaître des révolutions communistes ou du vote communiste, des choses comme ça. Je constatais que les systèmes familiaux japonais et chinois étaient structurellement identiques, avec un système d'héritage, je simplifie énormément, hein, par l'aîné des garçons, avec des variantes régionales, ça pourrait être le cadet des garçons, enfin le dernier né, ou parfois même une fille, et que ça permettait d'expliquer certains traits hiérarchiques, autoritaires, efficaces, des cultures allemandes et japonaises. Je notais que la famille nucléaire prédominait en France, avec une nuance d'égalité dans les coutumes d'héritage, et que ça permettait d'expliquer la Révolution française, ce genre de choses, qu'en Angleterre, il y avait un type familial nucléaire très simple, sans règles d'égalité, et que ça permettait d'expliquer la tradition libérale anglaise. Donc voici résumé en
67 secondes, 20 années de travail qui ne sont pas ce livre, fondamentalement. Donc j'avais ce modèle qui fonctionne assez bien sur cette correspondance entre la diversité des types familiaux et, mettons, les idéologies politiques ou les trajectoires de modernisation. Mais j'avais devant moi ce mystère qui est pourquoi ces types familiaux ? Et au départ, je n'avais pas d'explication, ça ne correspond à rien en fait. Il n'y a pas de coïncidence structurale, de mise en coïncidence avec une autre variable qui serait corrélée au type familial. Il n'y a pas de rapport avec les niveaux de développement, avec le climat, avec le type même de système agraire finalement. Et donc j'étais arrivé à la conclusion première, qui n'est pas une conclusion, que en fait les systèmes familiaux étaient là au hasard. Pas vraiment une grosse explication. Et puis, un jour, un ami, c'est un livre qui est très ambitieux, mais extrêmement modeste et qui reconnaît les contributions de... C'est pas ma manière habituelle. Avant, quand j'étais jeune, j'avais un style du genre « Putain, personne n'a rien compris, mais moi, si, vous allez voir. » Hein ? Et là, c'est pas du tout comme ça. Je note tout ce que j'ai pris à tout le monde, et je commence par le plus important. Je veux dire, le moment où j'ai compris que je me trompais, je le dois à une discussion avec mon ami Laurent Sagard, qui est linguiste, et qui, regardant ma carte des systèmes familiaux, qui notait que tous les systèmes lourds, complexes, et systèmes organisés autour du père et de ses fils, les systèmes communautaires, on aurait dit... dans la typologie ancienne de Frédéric Leplet, on aurait dit famille patriarcale. Système qui occupait, j'ai parlé de la Chine, de la Russie, de l'Inde, j'ai pas évoqué l'Inde du Nord, le Moyen-Orient, enfin l'ensemble du monde arabe. Tous ces systèmes occupaient une sorte de masse centrale d'un seul tenant, et puis qu'au contraire, les autres systèmes, plus légers dans leur structure, alors légers, un cran moins lourd, la famille souche, un seul fils héritier se retrouvait des deux côtés de l'Eurasie, en fait. Il y a d'autres cas, mais les cas principaux, c'était, dans ma première carte, c'était l'Allemagne et le Japon, par exemple. Et puis, encore plus loin, sur la périphérie, on avait la famille nucléaire en Angleterre, dans la France du Nord, et dans d'autres régions d'Europe occidentale. Et puis que la famille nucléaire, on la retrouvait en Asie du Sud-Est, en Birmanie, au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines. Et donc mon ami Laurent Sagard m'a dit, mais écoute, tu sais, nous en linguistique, on est habitué à ces cartes. Si tu as une distribution comme ça, eh ben, ça veut tout simplement dire que autrefois l'espace était occupé simplement, je dirais, par la famille nucléaire qui remplissait tout cet espace, et il en reste des traces sur toute la périphérie. Et puis au centre, il y a eu une ou plusieurs innovations, ça peut en discuter, c'est le détail du modèle, une innovation patrilinéaire, communautaire, enfin à ce stade les choses n'étaient pas bien précises, quelque part au centre de l'Eurasie, et puis qui s'est répandue vers la périphérie en fait, par un processus de diffusion. Mais c'est un truc très général, c'est-à-dire... Je ne sais pas, peut-être que ce qu'on appelle le principe du conservatisme des zones périphériques peut illuminer votre vie comme il a illuminé la mienne. C'est-à-dire qu'on peut lire, un peu, ou même beaucoup, l'histoire sur des cartes. C'est-à-dire que c'est un principe général. C'est-à-dire que si vous imaginez une pizza de forme elliptique, comme ne sont pas la plupart des pizzas d'ailleurs, vous imaginez disperser autour de cette pizza des petites taches ayant séparé porteuses du caractère A, et puis vous imaginez au milieu une espèce de grosse flaque porteuse du caractère B, et en fait, masse d'un seul tenant, et ça voudra dire simplement que l'ensemble de l'espace était au départ occupé par A, et puis qu'il y a eu une innovation B qui s'est répandue vers la périphérie. Ça marche pour n'importe quoi. Je veux dire, ça a marché pour les maisons, je donne l'exemple dans le bouquin, pour les maisons à colombage en France. C'est très facile parce qu'on sait ce qui s'est passé, on peut vérifier. C'est-à-dire que les maisons à colombage, à pans de bois, vous allez en trouver en Bretagne, en Normandie, dans le sud-ouest, vous allez en trouver en Alsace.
il n'y aura pas de correspondance, alors avec des facteurs climatiques évidemment, il n'y aura pas de correspondance avec des niveaux de développement. L'Alsace est très développée, la Normandie aussi, la Bretagne n'est passablement arriérée, le Sud-Ouest en position intermédiaire. Et donc, vous pouvez dire simplement, c'est très simple, ce système est un système, le système à pans de bois est un système archaïque. En vérité, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on sait très bien au départ que les maisons à pans de bois sont la technique de construction classique du Moyen-Âge tardif. Et qu'il reste simplement sur la périphérie, je veux dire, ce type de maison, et que l'innovation, ça a été la maison de pierre qui a occupé le bassin parisien, une carte qui n'est pas sans rapport. C'est un peu plus compliqué en fait, mais je veux dire, ça marche pour toutes sortes de choses. Moi, personnellement, ma conversion totale au principe du conservatisme des zones périphériques est venue le jour où j'ai vu, alors qu'on n'en voyait plus depuis longtemps à Londres, j'ai vu un punk à Périgueux. Vous voyez ? Mais vous pouvez faire ça, c'est très puissant. Je suis sûr que vous avez trouvé d'autres espaces. Ça marche en linguistique, évidemment. C'était une technique d'analyse absolument classique en ethnologie avant la guerre, en particulier dans l'ethnologie américaine. On en trouve des traces dans des notes en bas de page, dans les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, et c'est ce qui a été évacué par la révolution structuraliste. En fait, c'est une technique qui a disparu et qui, moi, m'est revenue par la linguistique. Donc, on avait fait un article avec Laurent Sagard, et puis cet article, c'était très court, c'était dans Diogène il y a très longtemps, et puis ce livre est la totalité de l'histoire. Alors, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est une étude beaucoup plus complexe. J'ai fini par identifier, avec une définition des types familiaux beaucoup plus fine, incluant des catégories intermédiaires. Dionigi fait partie des gens qui m'ont poussé ou on avançait en parallèle vers la définition de catégories intermédiaires et des typologies familiales plus fines. D'accord ? Ouais, pas d'objection ? Voilà, avec notion de co-résidence temporaire, de proximité. Et donc finalement, je suis arrivé à un modèle historique assez complexe, je pense assez réaliste, où on voit des innovations successives au cœur des vieilles civilisations qui ont tout inventé. Donc dans le cas de l'Eurasie, les deux pôles principaux, c'est le Moyen-Orient en premier et la Chine. Et là, on a par deux histoires séparées. Et donc, ce qu'on voit, c'est l'émergence, dans un premier temps, je vous donne des études très détaillées, de formes souches, de mécanismes de primogéniture, émergence d'un premier principe patrilinéaire, et puis ensuite, transmission de ce premier principe patrilinéaire aux nomades de l'environnement. Alors, ça ne va pas être le même genre de nomades dans le cas de la Mésopotamie et dans le cas de la Chine. Symétrisation du principe patrilinéaire à tous les frères chez ces groupes nomades, avec conquête des zones sédentaires et apparition des formes familiales complexes. Je ne pense pas qu'on ait le temps, dans le cadre de ce débat, d'entrer dans d'immenses détails, mais ce qui apparaît, c'est au cœur de ces premières civilisations, de ces lieux qui ont tout inventé, en fait, c'est l'agriculture, proche, pas exactement là, mais au Moyen-Orient, la ville, l'État, l'écriture. Il y a aussi des innovations familiales, et ces innovations, le plus souvent, mènent à l'émergence du principe patrilinéaire sous diverses formes, avec accentuation. Et puis, ensuite, vous avez autour des mécanismes de diffusion dans l'espace que j'étudie en détail. Le livre, en fait, pour moi, j'ai toujours un sentiment de douleur quand je présente ce modèle, maintenant, parce que pour moi, le modèle, il est relativement simple, mais pour moi, le livre vaut par ses détails. Ce dont je suis fier au stade actuel, c'est pas de ce modèle général, c'est d'être entré dans le détail des histoires de chaque région, dans des nuances, des discussions. Je veux dire, quand je fais un accès de mégalomanie, ce qui est assez fréquent ces jours-ci, quand je contacte 700 pages, je me dis ce livre devrait être regardé comme un tableau de Van Eyck. Il vaut par ses détails minutieux. Vous voyez, voilà. Et j'attends le jour. Bon, maintenant, peut-être Dionigi va dire j'ai regardé tes détails pour l'Italie du Nord, tu racontes n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle une frappe préventive. Voilà. Souhaitons-le. Voilà.
Et puis voilà. Mais alors, peut-être, maintenant j'en viens aux conséquences idéologiques. Alors, ce qui est très étrange dans ce modèle, qui pour moi a été construit pour des raisons de logique scientifique, c'est que ça renverse totalement la perspective. Puisqu'évidemment, ce que les gens ont en tête, je ne parle même pas de la sociologie historique ancienne, ce que les gens ont en tête, en Occident, c'est l'image d'une... Enfin, les gens ne s'intéressent pas a priori à l'histoire de la famille, mais ce qu'ils ont en tête, c'est l'idée que dans le passé, il y avait des gros magmas familiaux, des espèces de grosses formes un peu claniques ou autres, et puis qu'il y a eu montée de l'individualisme, de la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, émancipation de l'individu, et toute cette sorte de choses. Donc il y a une sorte de trajectoire de la famille vers une modernité nucléaire. Et que ce qu'on trouve aux marges de l'Europe, au XIXe siècle, ils voyaient ça chez les Slaves, enfin, pas tous les Slaves en fait, mais dans l'ancienne Yougoslavie, en Russie, on trouvait les restes du passé qui étaient ces gros blocs familiaux. Et ce à quoi on arrive dans ce modèle, c'est à quelque chose de totalement inversé, c'est-à-dire qu'on dit, oui, alors, la famille nucléaire, c'est un truc archaïque. Alors, on la trouve sous sa forme complètement originelle, certainement chez les aborigènes des Philippines, famille nucléaire, c'est-à-dire pas la famille nucléaire toute seule, mais la famille nucléaire encastrée dans un groupe de parenté un peu fluide qui ne distingue pas tellement, qui ne fait pas tellement attention à savoir si les liens du groupe local sont établis à travers les hommes ou à travers les femmes. Donc il y a une très grande importance des relations entre frères et sœurs, quelque chose comme ça, la fluidité. Mais au cœur de tout ça, il y a une famille nucléaire bien visible et bien définie. Et ce qu'on va trouver en Europe en général, où souvent c'est une famille nucléaire beaucoup plus épurée, dans laquelle on ne trouvera pas ce groupe de parenté bilatérale autour. Ce groupe englobant de la famille sera, conformément à certains éléments de la philosophie politique, encadré plutôt par le village, l'État, une organisation économique, choses comme ça. Mais on va trouver au cœur de l'Europe des systèmes familiaux qui gardent des imperfections à la nucléarité, qui sont des traces, on va trouver en Islande, en Belgique, des choses qui contiennent de plus forts éléments, je dirais, d'archaïsme. Et en retour, donc les systèmes chinois ou du Moyen-Orient n'apparaissent plus comme des choses archaïques. Et ça pose de gros problèmes, ça va poser de gros problèmes à la théorie de la modernisation. Ça apparaît comme des constructions de l'histoire s'étalant sur de très longues durées. C'est-à-dire que l'émergence de la primogéniture en Mésopotamie et d'un premier élément de patrilinéarité, ça va nous mettre au milieu du 3e millénaire avant l'ère commune. La famille communautaire, si je me souviens moi-même de ce qu'il y a dans mon livre, plutôt vers le début du deuxième millénaire. Bon, en Chine, ça sera un peu plus tard, mais quand même très ancien. L'abaissement du statut de la femme, je veux dire, qui finit par accompagner l'émergence du principe patrilinéaire, ça s'étale sur des siècles ou des millénaires, et les systèmes qui existent et qui sont censés être en cours de modernisation, au Moyen-Orient ou en Chine, ont été des innovations. Et peut-être c'est beaucoup plus compliqué d'en sortir qu'on ne l'imagine, parce qu'il ne s'agit pas de refaire le chemin qui a été fait par l'Europe, il s'agit de déconstruire quelque chose qui a été construit. Et donc, par exemple, dans le cas de la Chine ou de l'Inde du Nord, l'une des choses qui apparaît actuellement, modernisation, baisse de la fécondité, donc on est dans un modèle, effectivement, quand on regarde les ménages, apparence d'une famille nucléaire, mais le principe patrilinéaire résiste sauvagement et ça se manifeste par des anomalies dans la proportion de garçons et de filles à la naissance, puisque les gens utilisent l'échographie pour pratiquer l'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin, résistants du patrilinéaire. Au Moyen-Orient, on verra, la résistance du principe patrilinéaire va, à mon avis, s'exprime dans certains pays comme la Syrie, la Jordanie ou l'Arabie saoudite, par une difficulté de l'indice de fécondité à passer au-dessous de 3 enfants par femme. Ça ne s'applique pas à l'Iran, ça ne s'applique pas à la Tunisie, il faut un modèle différencié. Mais il y a des choses comme ça. Et donc alors,
pourquoi, en fait? Je veux dire, quelle est la logique générale de l'histoire? Et puis je terminerai là-dessus en attendant les rafales de Kalachnikov théoriques venant de la gauche. C'est assez... alors on n'est plus du tout dans un modèle où les Occidentaux ont tout inventé, tout modernisé, etc. On revient dans la réalité de l'histoire. Donc, les sociétés centrales qui ont inventé la civilisation, l'agriculture, l'écriture et toutes ces sortes de choses, ont pour leur malheur aussi expérimenté dans le domaine des structures familiales, ont innové, inventé le principe patrilinéaire, inventé l'abaissement du statut de la femme, et l'un des effets de l'abaissement du statut de la femme et de la mise en prison des individus par le système patrilinéaire, et là j'inclus aussi les hommes, ça a été une chute du dynamisme éducatif, en fait, de plus grande difficulté. Voilà. Alors qu'au contraire, les sociétés périphériques ou plus périphériques, européennes, ont tout reçu par diffusion en termes d'éléments de civilisation de ce cœur historique de l'Eurasie, l'agriculture, l'écriture, l'État, etc., mais n'ont pas ramassé la famille communautaire et donc ont gardé, si on peut dire, et je conclurai cette brève présentation là-dessus, ont gardé le dynamisme des hommes des cavernes. Voilà. Dionigi, vous allez pouvoir réagir. En particulier, on peut difficilement s'arrêter simplement à ce Van Eyck, puisqu'il y a une foison de détails. On ne va pas opposer des détails à des détails, faire de la critique de détails, mais peut-être s'arrêter à la méthode. Question de méthode, ça c'est une autre filiation. Oui. Il me semble qu'à la base de ce livre, il y a une intuition brillante qui est après articulée avec un foisonnement de détails, avec une bibliographie impressionnante. Combien de pages ça fait la bibliographie? Ça fait, je pense, ça fait presque un livre. Ça pourrait être un livre, la bibliographie. Et ce goût pour le détail qui apporte plein. J'ai découvert. Bon, c'est vrai que je t'ai passé quelques références, mais j'ai découvert plein d'autres. Oui, plein d'autres que je ne soupçonnais pas. Et même, j'ai beaucoup apprécié l'utilisation même de Fraser, oui. C'est un anthropologue vécu entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, qui est connu surtout pour ses travaux sur le mythe, sur la religion. Et là, il devient aussi un maître à penser pour un nouveau type de structure familiale. Et il me semble qu'il y a dans ce livre une honnêteté intellectuelle que, comme tu le dis dans un passage qui est l'un des exemples d'une écriture pleine d'humour. Voilà, pas trop près. Tu dis que parfois ça risque de frôler un peu le masochisme aussi intellectuel, dans le sens qu'on veut être honnête dans ses références et dans le goût du détail, et ce qui implique après un travail très très long, de trop longue durée. Et donc c'est sans doute un livre ambitieux, et il me semble que l'hypothèse de fond est séduisante, dans le sens que, comme notre modérateur vient de le dire, renverse pas mal de visions, d'idées reçues sur l'unicité de l'Europe, de l'Occident. Et là, on voit aussi des cartes qui sont... donc je ne peux pas vous les montrer d'ici là, mais on voit que même dans les cartes, l'Europe n'est que une petite marge par rapport à cet énorme ensemble euro-asiatique. Il y a une élaboration conceptuelle. Donc, si auparavant tes travaux précédents étaient se servaient surtout de la trinité de Leplé, donc c'est une typologie construite au XIXe siècle par Frédéric Leplé. Donc maintenant, tu passes à 15. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a une trinité déguisée en polythéisme conceptuel, vu que quand même il est toujours question de famille nucléaire, famille souche
et famille communautaire. Voilà. Dire ce qu'est la typologie de Leplay, en fait, pour l'assistance, la typologie de Leplay, c'est quelque chose qui exerce sur les chercheurs, sur les spécialistes de la famille, une sorte d'effet hypnotique. Donc c'est un truc, il y a la famille nucléaire que Leplay appelle la famille instable. C'est juste, dans le cycle de développement, c'est juste papa, maman, les enfants, et puis les enfants s'en vont, et quand ils se marient, ils vont établir des ménages indépendants. Et puis la famille souche, à laquelle j'ai fait allusion, c'est quand arrive le moment de l'âge adulte pour les enfants, un enfant est désigné comme héritier, généralement l'aîné des garçons, et puis les autres doivent dégager, etc. En général, s'il n'y a pas de garçons, une fille transmet l'héritage. Donc vous avez des développements sur 3 générations, et puis des règles d'inégalité entre enfants. Ça, c'est la famille souche. Et puis ce que Leplay appelait famille patriarcale, que moi j'appelle communautaire, que d'autres appellent joint family, enfin il y a plein de... je ne sais pas si j'en oublie. C'est simplement, modèle russe en fait, c'est-à-dire tous les fils restent avec le père, amènent leurs épouses, et puis produisent des enfants dans ce cadre. Donc dans un cas, vous avez un maximum d'un couple marié, dans le deuxième, 2, dans le troisième, 3 ou plus. Alors la famille arabe, ce serait une variante du type communautaire, avec cette particularité, c'est que le mariage endogame, le mariage entre cousins, fait que le système se referme sur lui-même. Voilà, pardon. Oui, donc, et on pourrait se demander ça en voyant que les 15 types déclinent d'une façon une famille nucléaire, famille souche et famille communautaire, mais en réalité, on voit qu'il y a un effort important pour dépasser cette trinité leplésienne qui a été assez critiquée, y compris par moi-même, ces dernières années. Oui. Et donc, il y a là, disons, un problème, une question de fond sur la nature des concepts qu'on crée pour construire une comparaison. Je pense qu'on peut avoir des outils qui servent pour des comparaisons qui sont transculturelles à une échelle comme celle que Manuel Todd met en place à l'échelle planétaire. Dans ce premier tome, c'est l'Eurasie, mais après, il y aura le reste du monde. Peut-être, je ne sais pas si... Ça se veut une menace. Non. Il est en train de suggérer que je ne vais pas arriver à faire rentrer le reste du monde dans ma typologie. Non, mais je sais bien que vu que tu l'as annoncé, le travail est déjà bien avancé. Et il y a aussi des formes de comparaison que les anthropologues appellent comparaison contrôlée, qui sont limitées à des aires plus homogènes et qui mettent en jeu un nombre plus important de variables. Lorsqu'on se lance dans des comparaisons transculturelles, on est encore plus, disons, on risque encore plus que dans d'autres cas d'utiliser des concepts qui forcent un peu la réalité. Pour ma part, j'estime qu'il faudrait davantage se questionner sur l'utilisation de la notion de famille dans une démarche comparative. Et là, je suis très minoritaire par rapport à ça, car la plupart des gens utilisent ça. Mais il me semble que, de par son histoire, dans ses racines, dans l'histoire européenne, on risque parfois de projeter des caractéristiques historiques de l'expérience qui nous est propre sur des réalités lointaines. Et c'est là un peu ce phénomène dont parlait Derrida lorsqu'il parlait de mondialatinisation. Lui parlait de ça plutôt par rapport à la religion. Il disait que avec la colonisation européenne, on a exporté la notion de religion qui a été aussi adoptée par les autres sociétés à partir d'un prototype plutôt monothéiste. Et donc je me demande si famille ne rentre pas dans cet ordre d'idées. Et pour ma part, j'ai essayé dans le livre que tu citais tout à l'heure de construire une comparaison donc contrôlée
à l'Europe alpine, en essayant de ne pas utiliser la notion de famille tout en parlant de l'organisation domestique. Mais de toute façon, je trouve que l'effort typologique qui a été fait, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec toute son utilisation, est un instrument valable surtout pour ceux qui nous montrent, ce qui nous révèle d'autres thèmes comme les formes de résidence, les formes qui peuvent être donc. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait utiliser des termes techniques et on resterait jusqu'à minuit pour expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a tout un ensemble de détails sur la vie. Sur tout ce qui est lié à la parenté, à la famille, à l'organisation villageoise aussi, qui sont extrêmement importants. Une autre dimension que je retiens c'est la réhabilitation du diffusionnisme, qui est importante dans ce travail. Alors, le diffusionnisme, cela a été dit, c'est un courant qui a été célèbre en anthropologie, surtout, disons, entre la fin du 19e et les premières décennies du 20e siècle. Après, son impact intellectuel a été presque oublié. Il faut dire aussi qu'il y a eu des exagérations de la part de certains diffusionnistes qui se sont un peu disqualifiés avec des théories un peu farfelues, qui voyaient par exemple dans l'Égypte l'origine de plein d'aspects culturels de la planète entière. Mais là, je pense que, au moins pour moi en tant qu'anthropologue, je trouve une consonance par rapport à des réflexions qui sont menées par rapport à d'autres thèmes qui ne sont pas liés aux structures familiales, où on voit que c'est important de revenir, disons, de ne pas jeter le diffusionnisme avec l'eau du bain de certains excès. Et là, donc, la récupération même cartographique est très, très parlante. Et dans mon travail, à mon tour, je trouvais des phénomènes de diffusion, mais qui ont des temporalités souvent assez rapides, et donc ça, je pense que va faire l'objet de quelques discussions par la suite. Mais a priori, je suis d'accord. Oui. Je crois que quand on avait commencé à discuter, c'est que tu avais... je veux dire, il y a ce mythe de la famille souche. Les gens, tout le monde se contrefout de la famille souche maintenant. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il faut voir que c'est une sorte d'obsession de la sociologie historique de la famille. Ces systèmes à héritiers uniques, asymétriques, c'est un objet de fascination. Le Play lui-même en avait fait un objet d'adoration réactionnaire, puisqu'il y a un principe d'autorité. Les élites françaises qui adorent l'Allemagne actuellement ne savent pas qu'elles sont en train de rendre un culte à la famille souche et à son ordre merveilleux, comme ça. Et il y avait une sorte de perception de cet objet famille souche comme un truc très stable, en fait, et très et assez archaïque, sans doute. Et l'une des choses que j'ai trouvées, me semble-t-il, dans tes études sur les Alpes et les piémonts alpins, c'est d'abord qu'on pouvait observer des phénomènes de diffusion et que la diffusion de la famille souche pouvait être quelque chose de très récent. Et c'est se comptant avec des mécanismes de progression très tardifs dans les Alpes au XIXe siècle, vraiment. Et ça, c'est un truc sur lequel on est profondément d'accord. C'est les termes dans lesquels je parle de l'émergence de la famille souche en Irlande à une date très tardive. Et ces temporalités récentes, il s'agit aussi, finalement, dans tout ce livre, de remettre la famille dans l'histoire. Il n'y a rien qui ne soit dans l'histoire. Ça commence, l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Et donc, on peut dire 5 millénaires, c'est long, mais ça n'est que l'histoire, ça n'est pas la nuit des temps. C'est du temps qui est repérable. Et quand on voit les types communautaires que j'étudie, les types riches, chinois, indiens, c'est ce que je dis, c'est que le niveau d'abaissement du statut de la femme va donner une idée de l'ancienneté du système. Et donc, par exemple, pour la famille russe,
qui est un type communautaire très très pur, le plus gros sans doute, mais qui correspondait à un statut de la femme assez peu abaissé relativement. Ce que je dis, c'est qu'on entre dans des temps historiques qui sont assez proches de des temps historiques de famille souche, finalement. C'est-à-dire, quelque part, insémination, si on peut dire, par les Mongols, et puis développement au minimum jusqu'au XVIIe siècle, et pas de véritable floraison, sans doute, en milieu paysan, avant le XVIIIe. Donc, une bonne partie du livre, c'est ramener cet élément familial considéré comme très ancien, mythologique, dans des temps très historiques. Donc, si tu n'es pas d'accord, je ne suis pas content. Parce qu'on est vraiment d'accord pour moi. Je crois qu'on pourrait tout de même, vous pourriez préciser l'un et l'autre ce qu'on entend par diffusionnisme, parce que c'est d'un enjeu théorique et méthodologique important, contre le structuralisme d'ailleurs, qui n'a pas retenu l'hypothèse diffusionniste. Le diffusionnisme, en fait, c'est ce que j'évoquais. Moi, je prends tous ces concepts à un niveau très simple. Toi, tu étudies la famille d'une façon très subtile, avec des trucs contrôlés sur un espace défini. Moi, je suis vraiment... quelques concepts définissant l'architecture familiale. Je ne dirais même pas que c'est de l'analyse culturelle pour moi. Je dis simplement les règles d'héritage, les règles de corésidence, et je ne m'intéresse pas à la culture des pays. Je pourrais établir des rapports. C'est vraiment... Tout ce que je dis, c'est que si on prend ces éléments très simples, on peut faire des cartes. Et ce que disent ces cartes, c'est que, avec les vieilles techniques d'analyse modeste, parce que le diffusionnisme, toi, quand tu parlais des excès du diffusionnisme, c'est un mec qui pense que tout vient d'Égypte, un truc comme ça. Mais le diffusionnisme de l'ethnologie américaine de l'entre-deux-guerres, c'est un diffusionnisme modeste qui établissait à propos de mythes ou de formes sociales quelconques des cartes dans les groupes indiens et qui disait regardez, voilà ce conte, je ne sais plus, un conte qui parle de corbeaux ou de quelque chose de truc. Vous allez trouver dans sa forme, etc., sa forme la plus archaïque, vous allez le trouver dans des groupes dispersés sur la périphérie, et puis vous aurez une évolution du mythe ou une disparition dans la zone centrale. Ça peut être juste un truc d'explication. Si vous prenez la théorie darwinienne, je parle des espèces, c'était avant tous ces débats. Vous prenez alors c'est pas parfait dans Darwin, mais dans l'origine des espèces, vous avez moi c'est ce que j'ai trouvé de plus ancien comme analyse historique, analyse de l'histoire des espèces en l'occurrence par la lecture cartographique. Il y a toute une partie de l'origine des espèces qui est sur les distributions géographiques. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans Darwin. Si vous prenez la carte de l'écureuil roux en Angleterre, en Grande-Bretagne, je l'ai perdu, j'avais vu dans un journal, j'ai perdu, sans ça j'aurais bien mis dans le livre. Et si vous prenez la carte de l'écureuil roux en Angleterre, vous voyez un truc très modeste, pas du tout un projet d'explication de l'histoire générale. Vous allez trouver, je dis ça au pif, je me souviens plus de ça, vous allez trouver de l'écureuil roux en Cornouailles, au Pays de Galles et en Écosse. Et puis, alors, vous aurez l'écureuil gris, super dominant dans la partie centrale. Puis, évidemment, en fait, on sait très bien que l'écureuil gris a été importé des États-Unis et a un avantage compétitif terrible sur l'écureuil roux parce qu'il peut bouffer des glands à un stade plus précoce, je dirais, de maturation. Et donc, ils ont tout bouffé, ils ont refoulé l'écureuil roux sur la périphérie. Donc, c'est ça. Moi, j'analyse, je pense que l'interprétation des choses en termes de diffusion, pour moi, c'est un instrument logique qui n'est pas censé tout expliquer. Il y a des choses. Donc, en fait, si vous regardez la carte de l'Eurasie, vous allez trouver les systèmes de parenté nucléaires et bilatéraux. Bilatéraux, ça veut dire parenté indifférenciée par les hommes ou par les femmes. Vous allez en trouver en Europe, vous allez en trouver au coin nord-est de la Sibérie, vous allez trouver en Asie du Sud-Est, vous allez en trouver à Ceylan, vous avez une magnifique distribution périphérique. Et si vous prenez toute la planète, vous allez trouver de la famille nucléaire chez les Pygmées, les Bushmen, et pas mal en Amérique, vous allez trouver une distribution périphérique encore plus nette. Mais c'est pas la totalité de l'histoire, c'est juste un truc explicatif pour certaines choses. C'est vraiment... Et donc, de toute façon, une bonne partie des erreurs en sciences sociales, c'est quand un chercheur fou trouve un truc et puis est atteint vers 50 ans, je ne parle pas de toi, le petit jeune qui n'a que 55 ans,
est atteint tout d'un coup d'immobilisme intellectuel, et tout ce qu'il sait faire, c'est essayer de penser que son truc explicatif s'applique à tout. Moi, l'un des trucs dont je suis super fier, c'est d'avoir fait une première moitié de carrière de chercheur avec des modèles structuraux, l'emboîtement des types idéologiques dans les catégories familiales, et puis d'avoir viré ma cutie vers 50 ans pour interpréter d'autres choses avec des modèles de diffusion. Mais ce que j'avais fait avant n'est pas faux. Oui. Oui, je pense que... Et là, donc par rapport au... C'est vrai que le structuralisme a eu une relation ambivalente avec le diffusionnisme, quand même. Lévi-Strauss utilise en partie le diffusionnisme, par exemple, dans l'étude des mythes, mais c'est vrai que le structuralisme et d'autres, le fonctionnalisme aussi, ont un peu mis fin à une appréhension orientée vers l'histoire des sociétés. Donc, et là, en figeant un peu chaque société, chaque culture dans un présent ethnographique un peu immobile. Et donc là, je pense que là, c'est une contribution importante dans ce domaine de remettre l'histoire au centre de l'histoire de la famille. Je peux m'exprimer ainsi. Et il y a aussi la question des mécanismes de la diffusion, car il y a la diffusion horizontale, mais aussi une diffusion verticale. Et on voit plusieurs cas où il y a des nouveaux comportements familiaux qui sont adoptés d'abord par les élites et qui, par des processus osmotiques, se diffusent dans le reste de la société. Et à cet égard, il me semble qu'un élément qui me semble ne pas être assez abordé, c'est la dimension juridique. Aussi, pour expliquer ces phénomènes de diffusion, c'est-à-dire la loi, l'élaboration de la loi, la diffusion des codes qui, à mon avis, ont eu un rôle important, au moins pour les quelques régions que je connais, pour façonner les comportements familiaux. Et par exemple, il y a eu une diffusion d'instances fortement patrilinéaires qui sont arrivées dans le Midi français à partir de l'Italie du Nord. Et là, c'est un différent qu'on continue d'avoir. Il me semble que là, tu es un peu trop toscano-centré. C'est ton amour pour la Toscane. Je vais faire la critique brutale moi qui n'ose pas faire parce qu'il est trop sympa. Hein, d'accord? Non, alors vas-y, continue. Non, et donc, mais ça, c'est pas très important. Mais l'important, c'est que les principes juridiques, disons, d'un droit romain revisité par les Lombards au Moyen-Âge ont été adoptés dans le Midi français. Et là, on a le développement de pratiques familiales qui vont dans un sens communautaire, qu'on peut définir communautaire. Tandis que, par exemple, et là tu le montres bien, le sud-ouest français est influencé par la Catalogne. Et là aussi, je pense que c'est important, même au niveau de l'histoire européenne, d'avoir ce décentrement et de dépasser le même décentrement que tu as dans une perspective eurasiatique et de montrer qu'on peut dépasser un certain nationalisme méthodologique qui amène souvent à prendre un cadre national comme un cadre significatif, même pour l'explication historique. Tandis qu'on... et donc là, je pense qu'on a des... Je ne pense pas... Je suis tout à fait conscient d'avoir pas assez étudié la diffusion du principe patrinaire venant d'Italie du Nord en Provence, mais honnêtement, il vient du Piémont, il habite à Aix-en-Provence. Hein.
Donc lui-même, il diffuse à travers les Alpes personnellement. Donc, voilà. Mais je pense pas qu'on puisse m'accuser de prendre a priori le cadre national comme pertinent. Non, moi je disais le contraire. Oui, ah oui, d'accord. Non, je disais que là, on a là un exemple, disons, dans cette relation entre l'Italie et la Provence, le sud-est français, et l'autre cas dont tu parles. Mais je reconnais que la vision que je donne, parce qu'en fait c'est toujours pareil quand on est dans un ensemble comme ça, c'est vrai que les chapitres sur l'Europe, je les mis plutôt vers la fin du livre, parce que je ne suis pas eurocentré, mais il faut bien se rendre compte que c'est quand même l'une des parties les plus lourdes en termes factuels, parce que simplement on a énormément d'études, et puis parce que l'Europe est quand même un terrain intéressant, parce que si vous étudiez l'émergence de la famille souche en Chine, ça s'est passé bien avant, mais en gros vous allez avoir quelques éléments chez les analystes chinois qui montrent que le principe de primogéniture masculine apparaît vers 1100 avant l'ère commune. Puis une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout ce qu'on savait. Puis ensuite, on a quelques éléments sur des traces de droit d'aînesse en Chine du Sud, Guangzhou, etc. actuellement. Puis on voit bien que tous les systèmes souches sont répartis autour de la périphérie de la Chine. Donc on voit bien que... Voilà, mais on ne peut pas faire d'histoire fine de la façon dont ça s'est passé, etc. Alors que dans le cas de l'Europe, dont l'histoire est beaucoup plus courte, où il y a eu... moi, ce que j'aurais tendance à considérer que l'apparition du principe de primogéniture... Enfin, il y a une histoire un peu endogène de la famille souche en Europe. Je veux dire, puisque le concept de primogéniture, son apparition, tout le monde le connaît en France, en principe, si on a été à l'école. C'est eu Capet. C'est les Capétiens. Je veux dire, avant, vous avez les Mérovingiens, les Carolingiens qui fragmentent les royaumes. Et chez les Carolingiens, chez les Mérovingiens, Carolingiens, il n'y a pas du tout de droit d'aînesse. Et à partir de ce moment, dans le cadre de l'Europe, on peut étudier à la fois des phénomènes de diffusion, d'adaptation régionale de l'aînesse que je fais, et puis des phénomènes de résistance. Moi, j'essaie de montrer dans le bouquin comment les familles nucléaires plus pures françaises du Nord et anglaises sont peut-être apparues en réaction même au principe de primogéniture et à la famille souche. Mais sur un continent sur lequel on a tellement d'États et tellement de régions et quand même encore tellement d'imperfections, l'identification de tout ce qu'on pourrait appeler les pôles d'innovation, etc., j'ai peut-être pas assez... Je parle quand même de Florence et peut-être que j'ai oublié Bologne. C'est Bologne. Voilà. Et là, on pourrait dire... Et Milan. Oui, Milan, je ne sais pas. Je serais tout à fait d'accord pour dire que je n'ai pas accordé assez d'importance aux universités, en fait, comme lieu d'innovation intellectuelle menant... Voilà. Mais tu noteras que dans mon chapitre sur l'Angleterre, je note que l'épicentre de quelque chose est du côté d'Oxford. Oui. Voilà. C'est comment... Je veux dire, le nom pour Cambridge, pour les mecs d'Oxford, Cambridge, c'est the second university. C'était fondé après. Hein. Je veux dire, je trouve ça... Moi, j'ai été à Cambridge. Hein. Bon. Voilà. Donc voilà. Mais pour les codes et l'attention aux codes comme élément de diffusion et d'unification, je ne l'ai pas fait systématiquement, mais il n'y a pas d'opposition au concept. Non. C'est-à-dire, quand je parle de l'éventualité d'une phase souche dans l'histoire de l'Inde du Nord, je m'en réfère aux lois de Manu, j'analyse ce code, je suggère que certains éléments évoquent une origine mésopotamienne, en fait, avec la double part ou le doublement de la part de l'aîné, des choses comme ça. Donc, j'ai pas du tout de... À partir du moment où on a tu as dit très justement que les mécanismes de diffusion, on peut les voir en horizontal, mais quand on regarde dans le détail, il y a la dimension verticale. C'est-à-dire que c'est une histoire qui démarre souvent par celle des élites,
où les choses sont élaborées en haut. Alors les élites, ça va être la noblesse, les guerriers, etc. Et puis ça peut être les universités, les villes, enfin tout ce qui innove. C'est pas une histoire populiste. Hein. Et ensuite, on voit des phénomènes surtout de descente sociale dans la société. Mais à partir du moment, si on a l'attention, si on est attentif aux innovations qui concernent les élites, on ne va pas être opposé à la notion de code unificateur, puisque les codes sont produits par les élites. Non ? Oui. Non, L'entente est réalisée. Voilà. Donc, j'ai envie de poser une question, puisque nous sommes à l'Institut du monde arabe, on pourrait peut-être s'interroger sur la structure familiale du monde arabo-musulman, ce qui provient du monde arabo-musulman lui-même et ce qui était éventuellement hanté, ce qui vient de périodes antérieures, oui, d'abord avant l'islam et peut-être aussi avant simplement la constitution de pouvoirs musulmans établis. Oui, alors bon, c'est très intéressant. J'ai terminé là-dessus. Et personnellement, le chapitre dont je suis le plus fier, c'est le dernier chapitre sur la Mésopotamie, parce que ce que j'imagine, la représentation que j'ai d'un lecteur, un lecteur qui n'existe pas, qui ne peut pas exister, c'est le lecteur qui lit tout. C'est-à-dire qui part au début, donc on essaie de l'imaginer. Donc j'essaie d'imaginer son état physique et psychique à la fin de l'avant-dernier chapitre. Et donc, ce que je me représente, c'est un mec qui rampe par terre dans un état abominable, presque dans le même état que moi quand je l'écrivais, que je me shootais au maquereau vin blanc en Bretagne. Et puis, il arrive et il ouvre le dernier chapitre, le Moyen-Orient récent, la Mésopotamie et l'Égypte, et là, il prend comme une gifle un sursaut d'enthousiasme de l'auteur qui commence à s'exciter sur la qualité de la documentation mésopotamienne. Je veux dire, comme s'il arrivait dans un bordel avec des filles sublimes. Et en l'occurrence, les filles sublimes sont les tablettes d'argile mésopotamiennes. Je veux dire, on a la sexualité qu'on peut. Qui sont, je veux dire, il y a plus de documentation sur la famille en Mésopotamie que pour Rome ou la Grèce, ou pour l'Égypte, parce que les documents étaient moins bons. Le papyrus est fragile, alors que les tablettes d'argile sont très solides. Et alors, si vous avez la chance de ce que le fonds d'archives brûle, la tablette d'argile est cuite et indestructible. Donc le pillage et l'incendie du palais de Marie ou de choses comme ça deviennent des plus pour la conservation des documents. C'est quand même rare. Vous allez voir quand la très grande bibliothèque va flamber, si ça va aider à la conservation des documents. Et voilà. Et donc ça veut dire qu'on a, je reprends la Mésopotamie, on a pas simplement des codes ou des règlements, comme le code d'Hammurabi, vers le début du deuxième millénaire, mais on a des cas concrets d'héritage, des querelles de succession. Je cite un article assez malicieux sur une querelle de succession, je ne sais plus quel millénaire, où le grand lamentateur de je ne sais plus quel roi, est affligé de fils qui se battent avec une épouse, roman balsacien, tout ça dans un période très ancien. Donc on peut aller très loin, c'est très intéressant. Et quand on est là-dedans, le premier truc dont on se rend compte, c'est à quel point l'islam, ce que tout le monde sait, mais ce qui est à cette échelle-là, est quelque chose de récent. À quel point la conquête arabe intervient comme une sorte de petit rien du tout à la fin de l'histoire du Moyen-Orient. C'est vraiment... et donc, ça met en situation de comprendre. Alors, ça veut dire deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'histoire de la famille ? Ça veut dire que si vous étudiez l'histoire de la famille au Moyen-Orient, vous allez avoir l'émergence d'un premier principe patrilinéaire avec la famille souche au troisième millénaire. Vous allez avoir l'émergence de la famille communautaire au deuxième millénaire. Famille communautaire, c'est ce qui caractérise le monde arabe. Mais le principe patrilinéaire est cette chose que les gens associent à l'islam, le statut des femmes très bas, etc. Mais je veux dire, si vous regardez simplement la statuaire et l'iconographie de la Mésopotamie, je veux dire, vous voyez que tout ça c'est des millénaires avant l'islam. J'avais comme une sorte de... J'ai mis un temps à tourner un problème méthodologique incroyable.
l'une des choses quand même, quand on n'a pas de documentation écrite, etc., les représentations de la femme peuvent dire quelque chose sur le statut de la femme. Donc les représentations de la femme égyptienne jusqu'à une date très tardive, jusqu'avant la conquête arabe, puisque l'Égypte a évolué à l'inverse de la Mésopotamie très longtemps. Le livre n'est pas du tout systématique. Les représentations de la femme égyptienne sont merveilleuses, de grâce. Je veux dire, c'est comme chez nous, hein, la famille égyptienne. On voit la famille nucléaire et le statut élevé de la femme égyptienne jusqu'avant la conquête arabe de ce côté-là. Et ça, vous le voyez très bien dans l'iconographie. Et en plus, on a des documents écrits. Mais si vous arrivez, par exemple, pour Sumer, pour le deuxième millénaire, l'une des choses pour s'orienter au statut de la femme, je n'ai qu'une reproduction dans le livre, c'est la représentation trouvée dans un temple, une sorte de statuette votive, ce qu'on appelle des orans. Vous avez un couple, j'ai donné simplement une représentation d'un couple mésopotamien du milieu du 3e millénaire. Alors bon, c'est vrai que le type a déjà une super barbe, un système pileux exagéré, ce qui n'est pas bon signe pour l'avenir. Mais le rapport de couple qui se dégage de cette statuette, et il y en a d'autres, et plein d'autres représentations de la femme, est une relation d'égalité et de tendresse exceptionnelle. Je veux dire, on aimerait que beaucoup de ménages français fonctionnent comme ça aujourd'hui. Donc vous êtes au plus profond de l'histoire de Mésopotamie, vous allez retrouver notre présent, c'est-à-dire un couple, et un couple dans une relation égalitaire. C'est la beauté du modèle. Si vous trouvez la famille nucléaire sur la périphérie, c'est un peu le modèle de la planète des singes. Vous voyez, si vous allez au plus profond du passé, vous allez retrouver au plus profond du passé ce qu'il y a sur la périphérie. Et donc au plus profond de l'histoire. Et puis ensuite, je cherchais la période, le moment de l'apparition du foulard, du voile et des choses comme ça au Moyen-Orient. Et j'étais embêté. Alors vous allez voir comment on peut être con quelquefois. Je ne le trouvais pas parce qu'à partir d'une certaine date, il n'y a plus de représentation de la femme. Et en fait, j'étais complètement con. Le foulard, c'était la disparition des représentations de la femme. C'est aussi bête que ça. Et alors, le paroxysme est atteint dès l'époque assyrienne. Je crois qu'il y a une représentation de femme sur une fresque assyrienne. Hein, elle est là avec une reine, avec son mari, et puis c'est pas hyper féminin comme ambiance parce qu'il y a un arbre avec une tête coupée dedans, puisque les Assyriens étaient quand même assez violents et carrément sadiques. Mais la disparition de la femme, l'enfermement de la femme, tout ce qu'on veut, dans ce Moyen-Orient, c'est bon, là, ça devait être, c'est la période assyrienne, on est quelque part, je peux me tromper, hein, j'ai des problèmes temporels, 9e, 7e siècle, 9e, 8e siècle, enfin des choses comme ça, donc avant l'ère commune, donc on est plus d'un millénaire avant l'islam, et c'est déjà réglé au maximum. Donc on arrive déjà à ce résultat, c'est que simplement le monde arabe, qui était sur la périphérie de la Mésopotamie, a simplement subi ou hérité d'une évolution patrilinéaire qui avait eu lieu dans la partie réellement dynamique, les villes, les régions qui avaient inventé l'écriture, comme tout le monde, si on peut dire. Alors par contre, ce que l'étude historique permet d'attribuer en partie au monde arabe, c'est l'invention de cette dernière chose dans la complexification et l'évolution des structures familiales, qu'est l'endogamie. Endogamie patrilinéaire, et puis, mais étendue à tous les cousins. C'est-à-dire que ce qui différencie la famille arabe des autres types familiaux communautaires, c'est le mariage préférentiel entre cousins, et particulièrement, idéalement, entre les enfants de deux frères. Et ça a toujours été un problème pour l'anthropologie, parce que dans la tradition anthropologique, le clan patrilinéaire est exogame. On peut, à la rigueur, épouser la fille de l'oncle maternel, si je ne me trompe pas, mais le clan, les parents par le sang patrilinéaire, par les mâles, je veux dire, il y a un interdit absolu, c'est vraiment l'interdit. C'est vraiment. Et dans le cas de la tradition de la famille arabe, vous avez pas simplement une déviation de ça, mais une véritable inversion. Et voilà. Alors, ce qui est très rigolo, si on peut dire, c'est que, alors on n'a pas toutes les données, on ne peut pas arriver
je dirais, à une explication définitive. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'endogamie, que certains, alors pas l'anthropologie, pour l'anthropologie, quand Lévi-Strauss parle de l'endogamie, ça le rend fou parce que ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit qu'il ait écrit. Dans les modèles lévi-straussiens, l'échange restreint, l'échange l'endogamie, rien. Donc c'est vraiment un objet de, je dirais, d'horreur intellectuelle. Ils ne peuvent rien en faire. Comment dire? Et donc, parce que c'est une chose très rare, en fait, quand même. Je veux dire, c'est quelque chose de très rare. Il y a des cas de mariage avec tous les cousins chez les groupes paléo-sibériens, donc du nord-est de la Sibérie, qui ont des structures de parenté bilatérales. Il n'y a pas d'orientation patrilinéaire. Et puis surtout, on n'a pas de taux, mais ils sont visiblement beaucoup plus bas. Vous allez trouver quelques mariages entre cousins en Chine, quand même, peut-être 8%. Mais pas dans le groupe patrilinéaire. Vous allez trouver des mariages entre tout type de cousins au niveau de 8% aussi, à peu près, ou 7% au Japon. Pas maintenant, mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des taux très très bas. Dans le cas du monde arabe, vous arrivez à des taux qui sont de 35% quand même. C'est vraiment des chiffres très élevés. Donc il y a quelque chose. Tout ça va être le caractère d'innovation de l'endogamie patrilinéaire et dans Germaine Tillon. Je veux dire, c'est pas ma trouvaille, hein, c'est vraiment dans Germaine Tillon. Mais ce que je fais, c'est, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si on essaye de remonter, de voir qu'est-ce qu'on a exactement dans le passé le plus lointain sur l'endogamie patrilinéaire. Où et quand peut-on dire qu'il y a de l'endogamie patrilinéaire dans le passé? Et en fait, dans le passé de la Mésopotamie, ça m'a beaucoup surpris, j'ai vraiment cherché systématiquement, on ne trouve pas. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'exemple de mariage entre cousins. Et en fait, on a des généalogies, et en principe, quand on a des généalogies dans une société patrilinéaire, on devrait être facilement en situation d'identifier des mariages entre cousins patrilinéaires. Et on ne trouve rien du tout. Alors peut-être des mariages entre cousins croisés, c'est-à-dire hors de la parenté patrilinéaire, mais on ne trouve pas. Par contre, il y a un endroit où on trouve, c'est tout à fait connu, officiel, etc., l'obligation, dans certains cas, de se marier dans la parenté patrilinéaire. Je veux dire, même pas toujours, d'ailleurs, un cousin, ça peut être un oncle, le frère du père. C'est l'Athènes classique. C'est-à-dire, dans la famille athénienne du 5e siècle, si dans une famille il n'y a pas de garçon, la fille peut hériter, mais avec obligation d'épouser éventuellement, par exemple, un jeune oncle paternel. Alors, je cite aussi une assez belle étude statistique à partir d'inscriptions des noms des gens qui montre que le taux n'a jamais pu être très élevé à Athènes. Mais je veux dire, vous avez la règle, vous avez la possibilité. Et donc, si on remonte, j'aurais tendance à penser que c'est un rapport avec l'endogamie civique, la fierté de la cité démocratique, avec ce que l'anthropologue américain Robert Lowy appelait l'orgueil de race. C'est d'ailleurs, en plus, c'est déjà assez rigolo. C'est vrai que j'éprouve un plaisir malicieux à faire tourner en bourrique l'occidentalisme. C'est un travail scientifique, mais chaque fois que je trouve un truc qui va être gênant pour les occidentalistes, je dois dire que je jubile. Donc nous avons la naissance de la démocratie, la naissance de l'endogamie patrilinéaire, ou un premier essai, et c'est rigolo. Voilà. Enfin, moi, je le perçois comme rigolo, même si ça ne vous fait pas rire. Et le deuxième exemple avéré d'endogamie, eh ben, ça va toujours être les Grecs, mais ça va être les Grecs d'Égypte. Alors là, vous allez trouver une endogamie paroxystique, c'est-à-dire que vous allez trouver... Alors là, par le coup, on a une étude statistique tout à fait extraordinaire. Il y a des recensements de l'époque romaine, égyptienne, mais concernant des populations grecques plutôt, ou des colons grecs en Égypte, dans la période hellénistique et puis romaine, où là, vous avez simplement des mariages frères-sœurs, je veux dire, à un niveau statistique élevé, je veux dire, presque 20%. Ça peut se mesurer, les gens des noms grecs, etc. Et donc, là, l'explication accentuée, c'est dans la tradition pharaonique, il y avait quelques mariages frères-sœurs, mais pas très nombreux statistiquement. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est une sorte d'hystérisation
de la reprise d'une coutume locale, mais qui, ajouté à l'endogamie grecque dont j'avais parlé, produit ce phénomène d'hystérisation. Et là, ensuite, je me dis, mais alors, on n'est pas loin, hein, en Égypte, on n'est plus très loin du monde arabe. Je dis, c'est tout à fait hypothétique, mais je dis, si on n'a que ces données-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, disons qu'il y avait un royaume, il y avait des royaumes, les royaumes nabatéens, ce qui est devenu l'Arabie des Romains, hein, juste un peu à l'est de l'Égypte, dans lequel vous aviez des dynasties de type hellénistique, et puis un fond de population qui était partiellement arabe, et une forte interaction avec la population arabe. Et je me dis, peut-être que finalement, le concept, la possibilité d'une endogamie très forte, je veux dire, a été acquise par des groupes bédouins au contact de cette culture gréco-égyptienne. Et dans ce cas-là, alors effectivement, pour un groupe bédouin mobile, le passage à l'endogamie peut présenter un avantage fonctionnel, avec l'isolement dans le désert et des choses comme ça. Mais donc vous avez, si on prend simplement les documents qu'on a, on dit tout ce que je peux voir, c'est une filiation de cette innovation endogame arabe avec une tradition grecque. Ce qui, je trouve, est plein de... Je veux dire, me donne une satisfaction sans nom, après qu'on ait eu ces débats expliquant que la tradition grecque, la tradition arabe étaient des choses totalement antagonistes, etc. Voilà. Mais c'est le genre de... Mais pour conclure sur cette famille arabe qui était ensuite un peu étendue par conquête sur l'ensemble je dirais, de la rive sud de la Méditerranée, c'est probablement le système familial le plus construit par l'histoire qui existe. C'est-à-dire, dedans, vous avez une agrégation, une combinaison d'innovations construites par l'histoire. Vous avez le principe patrilinéaire, vous avez l'endogamie, et qui est aussi une innovation, et vous avez une construction de l'histoire. Mais les choses peuvent aller à l'inverse, parce qu'actuellement, l'une des caractéristiques du monde arabe, c'est un affaissement des taux d'endogamie, particulièrement en Égypte, mais dans la plupart des pays. Donc l'histoire continue. Je veux dire, c'est pas ce que je décris, et on ne sait pas, où il y a encore des inconnus sur la facilité avec lesquelles ce modèle familial arabe construit par l'histoire sera déconstruit, et s'il peut l'être. Très bien. Oui. Non, maintenant, selon l'usage, on va demander... Je reconnais d'ailleurs que ce modèle est légèrement contradictoire avec le modèle totalement optimiste de convergence qu'il y avait dans le Rendez-vous des civilisations écrit avec mon copain Courbage, qui parlait de tout ce qui était convergence. Et là, je suis en train de mesurer ça. Il y a quand même des différences profondes ancrées dans l'histoire. Voilà. Donc, selon l'usage, la salle va poser des questions. Un micro va passer parmi vous. Rassembler 4-5 questions, ce sera plus simple. On termine vers 8h15. Des questions courtes, si vous voulez, se souvenant que grammaticalement, une question se présente sous une forme interrogative. Merci. Courte, s'il vous plaît, pour qu'elle soit nombreuse. Oui, je vais poser une question très courte. Compte tenu de ce que vous avez dit sur l'Égypte, sur tout ce que vous avez dit, est-ce que le modèle de l'anorexie mentale en Europe comme pathologie de sociale, qui n'existe pas, par exemple, dans les pays arabo-musulmans, est-ce qu'il explique un peu la relation entre pouvoir et systèmes familiaux? Et est-ce que ces recherches que vous faites peut aboutir à une utilité, je dirais, pour les psychologues ou les gens qui travaillent sur les familles, puisque, si j'ai bien compris, il y a beaucoup des Américains qui disent ces interactions familiaux qui étaient par l'école des Milan ou par les Américains, ils servent à rien pour aider les familles dont une fille anorexique qui ne mange pas, par exemple, alors que le modèle arabe ou le noyau arabo-musulman, ça n'existe pas, ou c'est très très rare qu'on trouve une femme anorexique dans le monde arabe, alors qu'il y en a beaucoup en France, en Amérique, etc. Merci. 2-3 questions, et puis Qui d'autre? En attendant, donc... Non, mais je serais ravi de répondre sur l'anorexie. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'anorexie, mais l'idée générale que les types d'affections psychologiques ou de comportements déviants
varie selon le type d'organisation familiale, pour moi, c'est un fait d'évidence. C'est-à-dire qu'on pourrait dire également que dans le monde arabe, en tout cas jusqu'à très récemment, le suicide était extrêmement rare. Alors qu'au contraire, dans le cas de la Chine, donc inversion au niveau endogamie-exogamie, la Chine est l'une des rares civilisations où le taux de suicide des femmes soit plus élevé que celui des hommes. Et donc moi, il y a une époque où je travaillais sur ces modèles familiaux, où j'étais tout à fait en contact avec des spécialistes de ce qui s'appelle thérapie familiale, dans lequel on cherchait à rapporter... mais je veux dire, c'est des vieux débats. Il y a des gens qui se sont demandé si la psychanalyse viennoise, ça parlait de l'homme en général ou de la famille souche allemande. En fait, allemande et juive d'ailleurs en l'occurrence. Donc l'idée que chaque type familial va produire des phénomènes pathologiques différents, pour moi c'est un fait d'évidence. Mais sur l'anorexie en particulier, je n'ai pas de notion. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, madame. Attendez le micro. Le micro ne marche pas, là, donc c'est difficile d'entendre. C'est une censure électronique. Ça marche, c'est bon. J'avais une question par rapport à... J'ai pas encore lu votre livre, donc excusez-moi, peut-être que la réponse y est. Mais vous dites qu'il y a des innovations par rapport à la famille nucléaire. Ça donne la famille souche, puis ça donne la famille communautaire. Mais pourquoi Oui. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi il y a eu l'abaissement du statut de la femme? Voilà. Excellente question. Je suis content que vous me la posiez. Peut-être d'ailleurs c'est mieux pour poser les bonnes questions de ne pas lire le livre, qui doit obscurcir l'esprit, obtenir un effet terroriste. Alors, en fait, le modèle du bouquin est en ce sens très modeste. Pour moi, il s'agit de décrire beaucoup plus le quoi et comment que le pourquoi. C'est-à-dire que l'objet de livre, c'est vraiment... Alors, c'est modeste sans l'être. C'est-à-dire que les sciences, les vraies sciences, la physique du XVIIe siècle, sont devenues des sciences quand elles ont cessé de se poser la question du pourquoi, en fait, pour se poser la question du comment. Je veux dire, la gravitation, les lois de la gravitation, je veux dire, c'est des interactions fonctionnelles entre variables, mais je veux dire, on abandonne toute question métaphysique sur l'origine des choses, et d'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que c'est que la gravitation. Donc, moi, je suis plutôt de cette école. Donc, ça ne veut pas dire que je ne dis rien en termes de facteurs explicatifs. Et moi, ce que je veux faire dans ce livre, c'est dire ce qui s'est passé et ce que disent les cartes et ce que dit l'histoire de la famille avec, je veux dire, ce qui est étudié, c'est le rapport de la famille ou des formes familiales à l'espace et au temps, mais le rapport avec d'autres variables est assez secondaire. Cela dit, il y a quelque chose, et donc, par exemple, dans le cas de la famille souche, je reprends des choses qui ont été dites ailleurs et qui suggèrent que, bien entendu, un concept comme la famille souche, c'est-à-dire transmission indivise à un seul enfant, a peu de chances d'être inventé dans une société où il y a autant de terres disponibles qu'on veut. C'est-à-dire ce que vous trouvez à l'origine, c'est plutôt des systèmes nucléaires imparfaits, avec une sorte de coïncidence temporaire des enfants, et puis les enfants peuvent partir conquérir de nouvelles terres à mesure qu'ils deviennent adultes. Donc les formes familiales associées à la colonisation, à l'expansion numérique et géographique des groupes sont plutôt des types nucléaires souples, ou souvent d'ailleurs c'est le dernier-né des enfants qui hérite de ses parents, si on peut dire, et de ce qui reste de bien familial. Et bien entendu, dans des systèmes où la terre est absolument abondante, il n'y a pas tellement de raisons pour qu'apparaissent des règles d'indivision du sol. Donc ce que je dis, c'est qu'il est vraisemblable, ou il est même certain, que les règles de transmission indivise à un enfant sont apparues dans des sociétés agricoles qui avaient déjà atteint un certain degré de densité. Et puis, quand on est là, une fois que vous avez ce système, je veux dire, la famille souche, je dirais, se justifie par elle-même, en ce sens qu'elle
elle incarne l'idée même de transmission des savoirs, perfectionnement agricole, et donc ça fonctionne assez bien, ça produit, ça correspond et ça encourage à son tour des phénomènes de densification des terroirs. Mais ça ne veut pas dire deux choses. Ça ne veut pas dire que l'augmentation de densité des terroirs entraîne mécaniquement l'apparition de la famille souche, et on a des tas d'exemples de terroirs denses sans famille souche, et puis ça ne veut pas dire, parce que ça ferait de la peine à Dionigi, que la famille souche et le concept souche, une fois inventé, ne peut pas se diffuser par effet de prestige indépendamment de la densité des terroirs. Hein ? Donc c'est très possibiliste comme modèle. Bon, la famille communautaire, l'étape suivante, je dirais que les avantages de la famille communautaire, son apparition, son émergence est présentée comme très difficile et artificielle dans le modèle. C'est-à-dire que autant il est facile de montrer des avantages techniques, économiques de la famille souche encore. Les niveaux d'efficacité industrielle de l'Allemagne et du Japon rendraient difficile une argumentation du type la famille souche, c'est nul sur le plan de l'efficacité. Hein, voilà. Et puis il y a une phase souche dans l'histoire chinoise, dans l'émergence chinoise. Donc voilà. La famille communautaire, c'est quand même un truc monstrueux. C'est-à-dire, et quand on lit des monographies attentivement écrites par des types ayant une certaine sensibilité, je ne parle pas de la famille communautaire du monde arabe qui semble assez chaleureuse, le mécanisme endogame doit corriger la dureté. Mais les trucs sur les familles paysannes russes, chinoises, etc., sont cauchemardesques. Et je veux dire, les contes populaires russes évoquent des belles filles violées par leur beau-père. La famille chinoise était d'une dureté extraordinaire. Et la famille communautaire est quelque chose qui ne se justifie pas, qui semble très artificiel, en fait. C'est très difficile de... Alors, je veux dire, il y a un principe d'ordre, d'égalité. On voit bien qu'il y a un rapport... l'efficacité du communautarisme, une famille communautaire, ça ressemble, quand vous faites le diagramme, vous avez l'impression de dessiner l'organigramme d'une bureaucratie. Donc ça a clairement un rapport, on retombe sur ces formes étatiques, et l'association assez complexe venue d'en haut des classes supérieures à l'histoire de l'État, simplement. Bon, la famille communautaire est associée à l'histoire des empires, on fait des conquêtes militaires, d'organisations bureaucratiques, mais en ce qui concerne l'émergence de la chose, je peux donner l'exemple de ce que j'ai reconstitué pour la Chine. Donc le modèle que j'ai pour la Chine est extrêmement historique et possibiliste d'une certaine manière. Enfin, pas complètement, vous allez voir. Donc vous avez, vers 1100 avant l'ère commune, vous avez la primogéniture, etc. Et puis, vers peut-être quelques siècles, je ne sais plus, ça doit être 200 avant l'ère commune, vous voyez apparaître chez les nomades de la steppe des principes d'organisation patrilinéaire symétrisés. Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose chez les Huns, ou les Xiongnu, comme on les appelait là-bas, si on peut dire, je m'excuse pour l'accent, j'ignore totalement la prononciation correcte de ce mot, et donc vous avez le sentiment que vous avez une première émergence d'un principe patrilinéaire imparfait dans la famille souche, l'aîné des garçons. Mais dans la famille souche, le principe patrilinéaire ne peut pas être parfait, puisque d'abord, s'il n'y a pas de garçon, on prend une fille, et puis de toute façon, tous les hommes ne valent pas la même chose. C'est-à-dire, il y a l'aîné, et puis il y a les cadets, et les cadets sont comme des filles. Donc vous aurez un principe de masculinité, mais qui ne sera pas du tout absolu. Donc, vous voyez, vous avez l'impression que ce principe de masculinité pas absolu passe aux nomades de la steppe, par effet de prestige. Je dirais simplement... Il faut voir ce que représentait, il faut essayer de se mettre dans la... Je reconnais qu'on va avoir beaucoup de mal, mais dans la peau des nomades de la grande steppe eurasiatique face à ce qu'était la civilisation chinoise de l'époque. C'est-à-dire c'est quelque chose, un monde tellement supérieur. Donc si les types de l'époque pensent que les femmes c'est un peu moins bien que les hommes, et que pourquoi pas, donc c'est le truc moderne, c'est un truc qu'on a du mal à imaginer maintenant, puisque le truc qui est moderne maintenant c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Donc on a beaucoup de mal à penser que dans la plus grande partie de l'histoire, le truc de la modernité c'était d'abaisser le statut de la femme. Quand je vous disais les Grecs, pour les Grecs,
Je veux dire, si vous avez des femmes libres quelque part, c'est un signe de barbarie. Hein, c'est vraiment, pour les Romains aussi, un peu plus modéré. Voilà. Et pour les Chinois aussi, dans les analystes chinois. Donc voilà. Donc vous pouvez imaginer que ça diffuse. Alors ce qu'on constate sur la famille des nomades de la steppe, ça reste la famille nucléaire. Je veux dire, vous avez une famille nucléaire partante, mais des familles nucléaires qui sont associées par le principe patrilinéaire. Vous avez un modèle souple. Je veux dire, le principe patrilinéaire, je veux dire, des Huns aux Mongols, associe de façon flexible des familles nucléaires associées par les mâles dans des tentes. Et le système est très uniforme sur l'ensemble de la steppe eurasiatique. C'est ça qui unifie d'ailleurs la carte du principe patrilinéaire sur l'ensemble de l'Eurasie. Il faut bien voir que le couloir steppique, je veux dire, entre la Mongolie et l'Ukraine, ou plutôt même entre la Mongolie et la Hongrie actuelle, je veux dire, c'est un axe de circulation incroyable, et avec une régularité à partir d'une certaine époque. Vous voyez tous les groupes nomades qui arrivent, porteurs vraisemblablement du même système de parenté familiale. Et là-dedans, vous avez la plaine hongroise qui ressemble au terminus d'une ligne de métro. Hein. Ils terminent tous là-bas, c'est une belle régularité. Et on sent l'association de ces nomades au processus de diffusion à l'échelle de l'Eurasie quand même. Et donc, ce que je fais comme hypothèse, ça ne serait pas suffisant d'avoir seulement le cas de la Chine, mais vous allez voir, il y a d'autres cas. C'est que ensuite, à partir du moment où les nomades ont le principe patrilinéaire, le principe patrilinéaire, c'est formidable sur le plan militaire. Hein. Tant que vous êtes dans un système de parenté indifférencié ou bilatéral, ça veut dire que les individus peuvent choisir en termes d'affiliation entre les parentés paternelles et maternelles. Vous n'avez pas de principe organisationnel. Vous avez un groupe de parenté, vous n'êtes pas seul, mais c'est flexible. Il y a l'option. Quand vous êtes dans un système patrilinéaire, et les systèmes patrilinéaires de la steppe ont une très belle, un très beau niveau au niveau de la formulation des principes, l'individu est affecté par sa naissance même à un groupe de parenté. Et du coup, un groupe de parenté patrilinéaire, un clan, je veux dire, c'est déjà une armée préorganisée. Le clan patrilinéaire, c'est les types qui font souffrir les Américains et l'OTAN en Afghanistan, les Pashtuns. Je veux dire, les clans patrilinéaires, c'est des machins qui sont faits pour la guerre. Les clans somaliens sont comme ça. Alors, donc, à partir du moment où vous avez cette acquisition du principe patrilinéaire, commencent les grandes invasions de la steppe, donc, qui déferlent sur la Chine à intervalles réguliers, puis qui déferlent sur l'Inde du Nord, et puis qui finissent par déferler sur l'Europe, et qui ne vont guère, aux conquêtes qui ne vont guère en termes de contrôle effectif au-delà de la Russie. Donc moi, en ce qui concerne le premier stade de ces innovations, l'hypothèse que je fais, c'est que finalement, vous avez en Chine la famille souche, et puis vous avez les Huns qui ont le principe patrilinéaire, et puis au bout d'un certain temps, vous avez une interaction entre les nomades de la steppe et les royaumes chinois, en particulier le royaume de Chine, dans la partie nord-occidentale de la Chine. Et puis vous avez élaboration, innovation communautaire dans cette partie occidentale de la Chine. C'est d'ailleurs, vous voyez que le royaume qui a unifié la Chine, c'est le royaume de Chine, tout vient vers l'est, qui a transformé ses techniques militaires qui ressemblent beaucoup plus à celles des nomades de la steppe. Et en fait, l'hypothèse que je fais, c'est que finalement, si la famille souche, c'est déjà moins naturel que la famille nucléaire, il y a déjà un principe d'ordre, d'organisation, mais si vous plaquez sur la famille souche, qui est asymétrique, le clan nomade patrilinéaire symétrisé, vous pouvez obtenir quelque chose comme la famille communautaire. Bon, alors là, dit comme ça, ça ne peut pas être convaincant, mais si vous regardez l'histoire de la Mésopotamie, vous pouvez trouver la même séquence, ça ne va pas être le même nomadisme, ça ne va pas être du grand nomadisme, ça va être le petit nomadisme bédouin du désert syrien, mais vous allez trouver émergence de la famille souche, et puis conquête par des groupes patrilinéaires venus du Nord, et puis vous avez la famille communautaire ensuite. Et si vous faites l'histoire avec ce qu'on a comme documentation en Inde du Nord, vous allez trouver une phase souche, et puis des invasions, qui sont aussi dans ce cas-là les invasions uniques, donc beaucoup plus tard, et puis vous allez avoir ensuite des modèles communautaires. Mais pour répondre à votre question, je reconnais que je suis très faible sur le pourquoi. Et quant à l'abaissement du statut de la femme,
Je n'en sais rien. En fait, ce qui est important, moi, je ne suis pas philosophe. Vous savez, le philosophe ou le pseudo-scientifique, c'est un type qui va chercher dans son propre cerveau l'origine des choses. Je veux dire, qui suis-je pour imaginer les raisons de l'abaissement du statut de la femme? Moi, j'aurais peut-être quelques raisons personnelles à évoquer. Mais il est tard, on peut commencer à dire des choses sérieuses. Voilà. Mais en fait, non. Moi, je trouve que là, c'est à l'histoire de donner des éléments de réflexion sur ce que pourrait être la psychologie de l'humanité. Donc moi, on constate plusieurs choses. On constate effectivement que l'émergence patrilinéaire est quelque chose qui s'est produit plusieurs fois. Et donc, dans les volumes suivants, si Dieu me prête vie, je vous en trouverai une autre en Afrique, une autre en Nouvelle-Guinée, quelque chose du même ordre en Amérique, toujours dans des civilisations agraires, agricoles, etc. Donc il y a un certain degré de généralité, mais ce n'est pas universel. C'est-à-dire, si vous regardez l'histoire de l'Égypte, alors en Égypte, vous avez une phase souche, mais vous voyez très bien que la famille souche ne prend pas sur les milieux populaires. Et puis au contraire, en ce qui concerne le statut de la femme en Égypte, dans l'histoire, vous le voyez. Alors il y a des moments où il s'abaisse un peu. J'ai utilisé une merveilleuse étude sur la famille dans l'Ancien Empire par Jacques Pirenne, grand historien belge, fils d'un autre grand historien belge, Henri Pirenne, dans lequel on voit effectivement des tentatives. Vous voyez des débuts d'émergence de la famille souche. Tout d'un coup, vous voyez que les femmes qui sont sur des statuts à la même taille que leur mari commencent à rapetisser. Donc vous vous dites, ça y est, ils sont sur la même trajectoire. Et puis alors ensuite, vous avez tout à coup le mouvement inverse qui s'amorce, et vous voyez une remontée du statut de la femme, et jamais le statut de la femme n'a été aussi haut, je veux dire, qu'à la veille de la conquête arabe. Donc en fait, l'Égypte s'est mise à évoluer dans le sens opposé à la Mésopotamie. Et là, je saisis là un truc qui est assez fréquent, et j'interprète les deux phénomènes comme liés. C'est-à-dire que, ça on n'en a pas parlé, mais l'analyse des cartes est plus subtile. Ce que vous observez très souvent, c'est des phénomènes de définition contre. Vous avez des réactions. Et par exemple, le principe matrilinéaire, on n'a pas parlé de matrilinéarité. Matrilinéarité, ça n'est pas l'indifférenciation à la littéralité. C'est quand vous voyez apparaître des systèmes familiaux ou de parenté qui transmettent les biens par les femmes, qui sont également dominés par des hommes, qui sont les frères de ces femmes, mais qui se présentent comme l'inverse du système patrilinéaire. Et bien entendu, si vous regardez la carte de système matrilinéaire, vous allez les trouver non pas au plus loin des systèmes patrilinéaires, mais sur un front de contact. C'est-à-dire, et donc vous imaginez, encore une fois, je vais vous paraître faible au niveau de l'explication des choses, je ne suis pas subtil. Moi, ma force comme chercheur, c'est que je suis hyper bovin. Je vais toujours au plus simple, je ne fais jamais dans la subtilité. Et donc vous dites, vous avez des conquérants, généralement des guerriers assez féroces, qui arrivent avec porteurs d'un système patrilinéaire, etc. Et vous avez des populations résistantes, généralement dans des îlots protégés géographiquement, qui disent non, vous dites que c'est les hommes importants, mais nous c'est les femmes, hein, comme toujours. Et donc vous avez une sorte de réaction d'hypercorrection dans l'autre sens, où le rôle des femmes dans le système de parenté est exagéré. Donc les exemples, c'est quoi? L'exemple classique en anthropologie, c'est la caste, et quelques autres castes d'ailleurs, des Nayars au Kerala, en Inde du Sud, cet état du sud-ouest de l'Inde, où vous aviez des magnifiques systèmes matrilinéaires. Vous avez les Menangkabo à Sumatra aussi, où vous avez, je parle de ce petit peuple sur lequel il y a une assez belle monographie aux presses universitaires de France, les Na de Chine, dans lequel vous avez des gros groupes familiaux matrilocaux. Mais ce que vous voyez, c'est que ces systèmes sont au contact, je vais parler de l'Égypte ensuite, ces systèmes sont au contact, et là, on vient à ton idée des classes supérieures. En général, il y a un groupe politique ou religieux dominant qui est patrilinéaire. Dans le cas des Nayars, vous avez les brahmanes Nambudiri, qui en plus, eux, ont des règles de primogéniture,
qui sont moins importants politiquement, les Nayars sont une caste de guerriers, et dominante de guerriers. Ils fournissent les monarques, les petits monarques du Kerala, enfin, ce qui était le Malabar, Cochin et compagnie. Et les brahmanes Nambudiri ne dominent pas politiquement, mais ils sont symboliquement plus importants, et ils ont un rôle dans le système de parenté Nayar. C'est-à-dire que les Nambudiri, les cadets de famille, épousent des femmes Nayar, les engrossent et n'ont aucun... Ça veut dire 2 minutes? Bon. Voilà. Bon, chez les Na, vous allez trouver une famille dominante patrinaire en interaction avec les Chinois. Chez les Minangkabau, rapport à l'hindouisme puis à l'islam. Alors là, la caste supérieure a disparu parce qu'il y a eu une révolution musulmane, je veux dire, qui a exterminé les classes supérieures patrinaires. Ce n'est pas ce qu'on attend d'habitude de l'islam, mais l'islam, à partir du Kerala, l'islam est matrilinéaire, en fait. Donc c'est aussi une réaction solide. Dans le cas de l'Égypte, donc vous avez des sortes de réactions négatives comme ça. Et dans le cas de l'Égypte, l'hypothèse que je fais, c'est que la poussée féministe du système égyptien, elle se produit au moment où commence l'interaction diplomatique, militaire, avec la Mésopotamie, particulièrement à l'époque du Nouvel Empire. Vous avez cette époque, vous avez des correspondances diplomatiques. Et ce que j'imagine, c'est une Égypte qui, menacée, envahie, en conflit, enfin menacée en tout cas, se définit, ou se redéfinit, ou s'accroche pas simplement à sa religion, à ses choses, mais à ce statut de la femme qui, par réaction, devient, etc. Et d'ailleurs, les Asiatiques, comme on disait à l'époque, on ne disait pas à l'époque, mais comme on dit maintenant quand on regarde les fresques égyptiennes, les Asiatiques ont toujours des barbes. Voilà. Mais, vous voyez, on peut trouver ce genre d'éléments d'explication, mais je reconnais que je suis très faible dans le détail, et c'est comme ça que ça doit être. Mais à partir de ça, on peut comprendre ce qu'est l'humanité, je pense. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu, et merci à nos orateurs. Merci. Tout à fait raison.